Donc, première question que je vais te poser, mon ami Mohamed Dahbous, c'est par rapport à l'un de mes écrivains préférés, Mouloud Faraoun, qui est de ton village. Alors, Mouloud Faraoun, qu'est-ce qu'on peut dire de Mouloud Faraoun aujourd'hui? Nous sommes le 29 décembre 2019. On peut en dire un très grand bien, même à titre posthume. Oui, donc Faraoun, c'est un personnage qui a fait énormément de choses de façon tout à fait spontanée. Je veux dire par là qu'il l'a fait seul, c'est un travail tout à fait personnel. Il l'a fait alors qu'il a vécu en Kabylie pendant de très longues années après sa formation universitaire. Et il a composé une œuvre dont l'image essentielle, c'est l'Algérie, d'une façon générale et de façon plus spécifique, la Kabylie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces ouvrages et ils sont l'expression d'une vérité, d'une société, la société kabyle, qui a marqué son espace, notamment pendant la période coloniale, où c'est quelqu'un qui a été perçu comme un véritable écrivain. Vous savez sans doute le sort que le régime qui a pris le pouvoir en Algérie lui a réservé, et qui a consisté, alors que spontanément la population, juste au moment d'accès à l'indépendance, a considéré que la place de Faraoun, c'était devant la grande poste, dans une immense pièce, dans une immense, comment dirais-je, une maison, quoi, qui a été dédiée à l'œuvre de Pharaon. Et dès que le régime que vous connaissez a pris le pouvoir, immédiatement il a supprimé cette pièce, cette salle, et en même temps ils ont complètement nié, toute l'équipe qui a pris le pouvoir à l'époque, nié Pharaon, son œuvre, etc., comme si c'était un adversaire résolu et déterminé à l'époque. Alors que dire d'autre sur lui? C'est une personnalité que nous, au sein de l'association Tizi Bel, à laquelle nous accordons beaucoup de considération. Nous avons toute une montée d'un certain nombre de documents qui permettent d'expliciter, enfin de faire connaître plus exactement son œuvre à travers les différents recueils, les différents livres. Pour d'abord nos adhérents à nous, on est quelque chose comme, on est à peu près 2000 personnes ici en France, nous venant d'un micro-village comme le village de Tizi Bel. Et nous on fait ce travail-là parce qu'on a une association et donc c'est normal qu'on le fasse, mais c'est quelque chose qu'on fait connaître ailleurs, assez périodiquement, beaucoup moins maintenant qu'avant, mais on continue de le faire. On fait une conférence, on ramène, on fait un peu ce qu'on fait ici, tous ensemble, avec des invités, des amis à qui on veut faire connaître l'œuvre de Faraoun. Et puis ça continue, ça suit son cours comme ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui d'emblée a été rejeté par le régime qui a pris le pouvoir en Algérie, à savoir Ben Bella d'abord, puis Boumedienne son complément complètement. Et il n'a pu redevenir un auteur algérien, assumé, vécu en tant que tel, que vraiment sur le tard, puisque c'était quelqu'un qui n'était pas considéré comme ayant sa place dans le cadre du régime mis en place par le système. Tu as dit des choses très sensées qu'on peut méditer. Il a vécu la guerre et on le comprend très bien dans son journal, hein, tout en étant bien sûr pour la révolution, mais il a compris aussi que le régime qui allait venir par la suite ne serait pas automatiquement celui qui va garantir la liberté, n'est-ce pas? Ah ben, tout à fait, il le dit explicitement. On comprend que c'est un visionnaire en fait. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Et dire ce qu'il a écrit, ou écrire ce qu'il a dû dire à tout son entourage à l'époque où il l'a écrit, ça veut dire qu'il y a une clairvoyance formidable. Il a bien vu que les gens qui viennent, les gens qui ont pris le pouvoir, mais avant que les gens ne prennent le pouvoir, déjà durant la période coloniale, il a eu des prises de position par rapport à ses collègues algériens et pas
qui étaient des universitaires, qui étaient encore dans le monde du savoir pendant la période coloniale. Feraoun, il faut lui rendre cet hommage, c'est quelqu'un qui était dans l'élite du point de vue de l'école, de l'accès à l'école, etc., puisqu'il a fait l'école normale, il a fait plein de choses à cette époque-là, donc comme un certain nombre d'autres Algériens, mais il appartenait donc à cette catégorie particulière, mais dans son comportement, dans sa relation aux gens avec qui il vivait, aux Français, etc., il avait un point de vue qui est resté très algérien. Je veux dire, c'est resté quelqu'un extrêmement attaché à sa terre, attaché au pays, et il ne s'est jamais compromis d'une façon ou d'une autre avec les autorités coloniales, par exemple. Ils n'ont jamais été d'aucun secours. Absolument. On sait aujourd'hui qu'il a été reçu à l'Élysée par De Gaulle, qui lui a proposé d'être député et qu'il a refusé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on pourrait expliquer, enfin parler de très en détail de l'œuvre de Feraoun, mais de parler de Feraoun lui-même, c'est évidemment très important, parce que il n'a pas été le seul évidemment, mais parce qu'il a été l'un de ceux dont on peut être fier, quoi, dont on peut dire bon, on est algérien, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui a réussi, et c'est quelqu'un à qui ça n'est pas monté à la tête, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient. Il vient de Tizibel, un village extrêmement pauvre, c'est mon village aussi, où en plus c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, parce qu'il fut une époque où le FLN, parfois il liquidait des instituteurs, peu importe qu'ils soient algériens ou pas algériens, hein, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé, hein, vu de notre côté, vu du côté des maquisards, etc. Ça, je pense que vous le savez, et Feraoun est passé à travers tout cela. Il y a un chapitre dans lequel il raconte, parce qu'il était à Fort National, il était un stit là-bas, donc il était au cœur de l'armée française. Et c'est là qu'il a écrit son livre de façon tout à fait clandestine, puisqu'il faisait ses cours dans un coup, le soir, il écrivait, et ces manuscrits, qu'il ne fallait pas que l'armée française découvre, il les mettait dans son cahier d'école, dans son truc d'école, il le laissait là. Et ce travail-là, il l'a fait avec des risques considérables, mais il l'a mené jusqu'au bout. Il a été tué avant de voir, tué par l'OAS, oui, avant de publier son œuvre. Son œuvre, elle a été publiée après. Donc là, il y a un personnage assez exceptionnel. Il faut vraiment le reconnaître. Ça n'a pas été le seul Algérien à être comme ça, évidemment. Mais nous, là-bas en Kabylie, en Algérie, enfin je pense que nous tous aussi, on peut parler de Feraoun avec beaucoup de conviction et de certitude. C'est quelqu'un de bien, quoi. Absolument, c'est aussi un grand écrivain, hein. C'est un écrivain qui a un style, qui, avec des mots très simples, mais très profonds, restitue l'âme kabyle. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en langue kabyle, mais qui n'arrivent pas à restituer l'âme kabyle, que Mouloud Feraoun réussissait à restituer admirablement et complètement avec une langue empruntée. Voilà. On en reparlera certainement avec nos amis de Feraoun. Je te pose une autre question, presque la même. Alors, Mohamed Boudiaf, qu'est-ce que tu peux nous dire de Mohamed Boudiaf aujourd'hui? Toi qui as été assez proche de cet homme qui a malheureusement lui aussi été assassiné. Boudiaf, c'est, oui, je vais dire avec la même conviction ce que j'ai dit de Feraoun, parce que en termes de conviction et d'engagement personnel, j'ai là deux personnages qui, du point de vue de l'impact qu'ils ont pu avoir sur la population algérienne pour l'un, c'est-à-dire Boudiaf au sens très large du terme, et de façon plus limitée pour Feraoun, je pense que ce sont deux grands personnages, des personnages assez exceptionnels, pas sur les mêmes bases, pas sur les mêmes bases du point de vue de l'activité qu'ils ont eue pendant leur vie, pendant leur existence, mais ils sont équivalents, parce que Boudiaf, c'est quand même un militant au sens propre du terme. Un militant, quand je dis au sens propre du terme, ça veut dire un militant désintéressé.
ou plus exactement, il n'est intéressé que par ses choix idéologiques, ses choix politiques, les ambitions qu'il donne, mais pas seulement à lui, mais qu'il donne à l'espace dans lequel il vit, c'est-à-dire au peuple dans lequel il se reconnaît et pour lesquels il est prêt à se mobiliser, à s'engager, à prendre des risques. Donc c'est comme ça que moi je perçois la personnalité de Boudiaf et qui en même temps a su toujours, dans son engagement politique, ne pas se tromper de cible, ne pas se tromper de gens qui sont concernés par le changement. Boudiaf ne raisonne pas en termes régionaux. C'est-à-dire, moi, je suis de Bougie, l'autre, il est de je ne sais quoi, quel coin d'Algérie. Et il raisonne en tant que citoyen algérien, puisque l'Algérie, c'est la dimension unitaire de nous tous, c'est notre lieu d'appartenance, puisque l'Algérie, elle intègre un certain nombre de valeurs, un certain nombre de modes de pensée, un certain nombre de modes de consommation, un héritage historique et c'est l'ensemble de tout cet héritage historique qui constitue l'Algérie matérielle et humaine et qui est notre patrimoine et qui est notre pays d'une façon très large. Ce pays, c'est le deuxième pays d'Afrique en termes de superficie. Nous sommes l'un des plus grands pays du monde, on va dire, même si on intègre les autres très grands pays. Et Boudiaf a toujours fonctionné sur la base de considérations politiques, de la base de considérations d'intérêt de classe. Je précise ce que je veux dire par là. Ça veut dire que Boudiaf, c'est pas un idéaliste au sens par principe je suis. Non, il a une position de classe. Boudiaf, il défend les opprimés, les écrasés, les marginalisés, etc. C'est sa conception de la vie et l'organisation qu'il a mise en place. Il a contribué à plusieurs organisations. Déjà depuis le lancement de la première insurrection qui va œuvrer à la libération nationale, ça a été l'un des acteurs, il n'est pas seul évidemment, mais ça a été l'un des acteurs, et l'objectif c'était de libérer l'Algérie, c'est-à-dire le pays en tant que tel. Ça c'est révélateur d'une conception du monde, d'une façon de voir la société. Et toute son expérience a continué à fonctionner comme ça, jusqu'à son décès. Par exemple, si on regarde la façon dont la prise du pouvoir a été faite sur l'Algérie indépendante, par tous les gens dont vous connaissez l'histoire, depuis Boumedienne jusqu'aux gens qui gouvernent actuellement, leur intérêt fondamental, ça n'est pas de développer un pays, ça n'est pas de l'enrichir, de servir le peuple, de servir les populations, ça a été de régler leurs affaires. Ça a été de faire des affaires, et c'est ce qu'ils continuent à faire au moment où je vous parle. Eh bien, il y a eu des militants dans lesquels je mets Boudiaf, et qui pour eux, la finalité de leur action politique, c'est de servir l'intérêt du peuple. Du peuple, c'est-à-dire de la population, pas l'intérêt d'une partie de la population. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter, même brièvement, comment tu as vécu donc, cette période qui va de janvier 92 jusqu'à juin 92, jusqu'au 29 juin 92. De janvier 92 ? Oui, donc Boudiaf accepte de diriger ce qu'on a appelé le HCE. Bon, il fait des choses, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce pays, et malheureusement, peut-être quand il a réussi à comprendre qu'est-ce qui se passait réellement, il a été assassiné. Toi, en tant que personne, alors comment tu as vécu cette période? Alors, 92. Il faut dire, pour resituer
le contexte dans lequel vivait Boudiaf, que 92, c'est 8 ans après le PRS. Le PRS est le parti de la Révolution socialiste qu'il a fondé et qui militait donc contre le régime algérien depuis que le PRS il a créé en 1962, au moment où, même avant 62, fin 62, au moment de la crise du régime, et au moment où le Ben Bella et Boumedienne, etc., s'appuyant sur l'armée, prenaient le pouvoir d'abord à Alger, et quand ils sont rentrés jusqu'à Alger, qu'ils ont pris le pouvoir à Alger, ils ont continué sur cette même lancée, et d'une certaine façon, on peut dire jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, Boudiaf avait contesté la légitimité de Boumedienne et enfin d'abord comment ça s'appelle, il y a des noms que j'ai des difficultés à prononcer, vous en rendrez compte. On te comprend. Ben Bella et toute sa clique, oui absolument, et toute sa clique, et il s'est battu contre eux, en s'associant d'ailleurs avec des gens qui fonctionnaient avec la Kabylie, etc., etc. Arrive 1992. Oui, alors il avait créé un parti, pardon, je perds un peu le fil. Il a créé un parti, le Parti de la Révolution socialiste, qui a été l'instrument politique qui permet d'agir un peu, de mener un travail en direction des jeunes, en direction des paysans, etc., pour essayer d'organiser une résistance au système benbelliste qui était en train de se mettre en place. Bon, tout cela a duré un certain temps. Le parti qu'il avait créé, le PRS, a été interdit à partir d'un certain moment par le régime de Boumedienne, et Boudiaf lui-même était pourchassé, il s'est enfui, et c'est en s'enfuyant qu'il a quitté l'Algérie et qu'il est allé au Maroc finalement. Et à partir de ce moment-là, il a décidé d'arrêter le PRS. Je signale que ce PRS est une petite organisation qui a été composée aux 3/4 de Kabyles, entre parenthèses. Je parle ici en France, parce qu'à partir pendant une dizaine d'années, elle n'a pu exercer qu'ici en France. Pour un travail politique qui a été fait, de production, de réflexion, etc. Et puis donc le PRS n'existait plus. On arrive donc, il y a le régime était en pleine crise, et l'idée leur est venue de faire appel, compte tenu, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête, parce qu'ils ont instrumentalisé la mouvance islamiste en l'intégrant à cette époque-là dans la guerre qui se faisait en Algérie, et à partir d'un certain moment, la mouvance islamiste commençait à prendre de l'ampleur à tel point qu'elle allait gagner les élections qui se sont faites. Oui, le 26 décembre 1991. Voilà. Donc, branle-bas de combat, le régime qui voulait empêcher l'accès du fils au pouvoir a décidé d'arrêter le processus d'élection et donc de continuer à maintenir le pouvoir de cette façon-là. Et là, ils ont bien réfléchi à comment mettre en place une organisation qu'ils puissent maîtriser, eux, tout en empêchant les islamistes de prendre le pouvoir. Donc c'est d'annuler l'élection de l'époque. Et là, l'idée leur est venue donc de créer le HCE, le Haut Comité d'État, composé d'un certain nombre de personnages, et ils se sont adressés donc, ils ont envoyé, comment il s'appelle, Ali Haroun, qui était un ancien dans la Fédération de France, et auprès du régime aussi. Et donc il a appelé Boudiaf pour lui proposer, on aimerait bien que tu viennes, les généraux, ils aimeraient bien te rencontrer, etc., pour compte tenu de la situation,
la déstabilisation qui est en train de se faire, compte tenu de l'arrêt du processus électoral, etc. Alors, Boudiaf, très très surpris par cette sollicitation, il appelle l'un de nos camarades qui va donc au Maroc et qui discute avec Boudiaf. Il lui explique que la sollicitation qu'il a, mais il n'avait pas donné de réponse, et il lui dit, bon, il faudra en parler aux camarades, au moins parmi ceux qui... Parce qu'à l'époque, le PRS n'existait plus, mais il y avait quand même des gens qui étaient en relation entre eux, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il discute donc avec Krim. Krim le convainc qu'il ne faut surtout pas répondre, il ne faut surtout pas réagir. Ils ont semé le vent, ils n'ont qu'à récolter la tempête. Il ne faut pas y aller. Donc, Krim revient à Paris. Et entre-temps, il y a un harcèlement de la part de Ali Haroun et des gens qui sont derrière lui pour absolument avoir une réponse de Boudiaf parce qu'elle semblait être l'élément de sauvetage du système tel qu'il se trouvait à l'époque. Et puis Boudiaf ne répondait pas au téléphone. Et puis il a passé la nuit, et puis la réflexion, enfin je ne sais pas, il y a tout un travail qui s'est fait à son niveau. Il a peut-être eu l'expression d'un sentiment de culpabilité, de fuite ou de choses comme ça. Et en plus il devait y avoir l'influence familiale également. Oui. Et c'est là qu'il décide, après réflexion, de tenter le coup et d'y aller. Et là, il appelle à Haroun en lui disant, comme promis, vous promettez ce que je viens de voir, il lui a dit, tu peux venir consulter qui tu veux, etc., etc. Et donc il y est allé. Il est allé à Alger, il est resté 2 jours, ils ont rassemblé tout un ensemble d'anciens militants qui l'ont connu, etc. Il a échangé avec eux, et puis ils ont dit, oui, il faut que tu viennes, enfin, ils ont été, en fait, leur demande était dans le même sens que celle qui était souhaitée par le régime. Et puis, c'est là que nous, ici à Paris, on s'est rendu compte, en voulant le contacter, qu'on n'arrivait pas à le joindre. On ne savait pas qu'il était retourné, qu'il était allé à Alger. Comme ça, et donc, ce n'est que quand il est revenu d'Alger à Kenitra, qu'il avait en fait décidé d'y aller. Alors après, bon, je vous passe tous les détails, il a décidé d'y aller, donc on a été interpellés et tout, et puis là, il y avait donc moi, plus je parle, plus Racine Benjoudi, plus Krim Rachid évidemment, on était 4 qui l'avons accompagné, à sa demande évidemment. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Sur le plan factuel, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, la question c'est comment se fait-il qu'il y est allé en fait, compte tenu de la décision primordiale, la première, qui a consisté à les envoyer balader. Il n'y a qu'une seule explication possible. C'est Boudiaf, à son âge, compte tenu de son passé historique, il a considéré que c'était là encore une occasion pour lui de peut-être faire quelque chose pour qu'il y ait un changement au sein de ce régime. Et il était prêt à prendre le risque qu'il a pris, et il ne s'est pas trompé, en faisant preuve d'un courage extraordinaire pour prendre ce risque, parce que c'était un vrai risque. Et ce risque s'est matérialisé par son assassinat. Eh bien, il est allé là-bas, et puis donc on s'est retrouvé là-bas, pratiquement seul pendant tout un certain temps à la présidence de la République, et à partir de là, il y a tout un travail qui a été entamé. On se rendra compte plus tard que tout le travail que nous avions fait ne correspondait pas du tout à ce qui était attendu par le régime, et ça s'est traduit par la fin que vous connaissez. Très bien. Mais j'aimerais que tu nous dises un mot sur ce qui se passe en Algérie depuis le mois de février passé. Il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, qui est extrêmement encourageant.
c'est le Hirak. C'est la capacité de la jeunesse algérienne, je dis bien de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que plus de 60% de notre population est une population de jeunes, et si on y ajoute ceux qui sont vieux par l'âge mais jeunes par le mental, on augmente encore le chiffre. Donc vous voyez, on a une capacité d'action et de changement de situation qui, si elle est l'occasion et la possibilité d'agir, pourrait parfaitement transformer complètement la situation de ce pays. On n'en est pas encore là malheureusement, parce que nous avons affaire à des voyous, à des voleurs, à des gens qui ne pensent que par l'argent, à des gens pour qui l'Algérie c'est leur propre patrimoine, et que nous sommes tous du genre. D'ailleurs nous ici, je ne pense pas qu'ils considèrent qu'on existe, puisqu'on est en France, on n'est pas concerné par ce pays, dans leur esprit, et donc ils font comme ils veulent. Mais le mouvement Hirak, autant que je l'ai compris, autant qu'on peut parler des choses que l'on sait sur lui. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on sait, que c'est une force de contestation du régime qui a l'air bien organisée, qui se structure, qui fait des choses qui, moi, me plaisent beaucoup. Je vais assez souvent en Algérie, donc chaque fois que j'y vais, je marche avec les gens du Hirak, autant à Tizi Ouzou qu'à Alger, et on revient un peu galvanisé, en ayant affaire à un régime d'ailleurs assez irresponsable, puisqu'ils font une élection qu'ils ont mise en place eux-mêmes. Ils font une élection alors qu'ils n'ont pas la légitimité d'organiser cette élection. Et donc, il faut que le combat continue, que la lutte continue. On n'est pas sorti de l'auberge, mais quand je vois la mobilisation, ça c'est vraiment un critère très important, la mobilisation de notre mobilisation à nous tous, autant ici, mais surtout en Algérie, c'est un point extrêmement fort. Il ne faut absolument pas qu'on lâche là-dessus. Quel que soit ce que peut faire le régime avec ses alliés, vous voyez les Italiens bloqués, les Français bloqués, et tous ceux qui bouffent au râtelier de l'Algérie sont bloqués. Et ils font des coups derrière notre dos en découvrant que notre pays est bourré de pétrole. Vous êtes tous au courant de ces choses nouvelles qui ont été dites ces derniers temps en ce qui concerne les réserves pétrolières dans notre espace territorial. Et tout cela, évidemment, en face, ils sont prêts à mourir pour ça. Enfin, j'en sais rien si c'est à mourir, mais en tout cas, ils sont prêts à se battre jusqu'à l'ultime limite pour conserver ce statut. Mais donc, il y a un point d'interrogation. Alors, mon point de vue, c'est de dire, il faut tenir le coup, il faut continuer de s'organiser, et il faut aller jusqu'au bout. Mais il faut aller jusqu'au bout, c'est très bien dit. D'accord. On était, il faut que je vous dise d'ailleurs qu'ils ont enlevé tout le monde, tous les gens qui étaient, pas tous, hein, ils ont enlevé leurs gens qui étaient à la présidence de la République. Il ne restait parmi les politiques, les gens qui ont la responsabilité de faire fonctionner la chose. Il y avait en particulier le secrétaire général de la présidence, quand Boudiaf l'a vu, il lui a dit « Toi, tu restes ». C'était le fils d'un de ses meilleurs amis quand ils ont lancé l'insurrection contre les Français, qui était à la présidence de la République, mais c'était le secrétaire général, je crois, de la présidence. Et il l'a gardé. Et il s'est révélé tout à fait remarquable, celui-là. Mais il appartenait quand même au système, à la truc tel qu'il était. C'est une anecdote que je vous dis là, parce qu'il nous avait tous impressionnés par ça. C'est à la mémoire de son père, et aussi le garçon, il a joué le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a foutu la paix. Je veux dire que personne n'est venu nous dire voilà, vous devez dire ça, faire ça, organiser ça, machin, etc. Boudiaf habitait dans les locaux de la présidence de la République. Nous, on avait des bureaux dans les locaux de la présidence de la République. Et puis, après, on s'est mis à voir comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas des spécialistes des présidences de la République. Et donc, on s'occupait par exemple, on s'occupait des relations plutôt sous l'angle politico-culturel. Il y avait Djupa aussi, enfin on n'était pas nombreux, enfin, on était 5, avec Boudiaf plus ces 4 conseillers. Il n'y avait pas grand-chose d'autre en dehors du gars
dont je viens de vous parler, qui assurait la présidence, la permanence de la présidence de la République. Et puis il y avait le personnel qui travaille à la présidence de la République, qui s'occupe de la culture, qui s'occupe d'un certain nombre d'activités qui font partie du fonctionnement de l'instance, de la structure. Alors la question c'est, au bout d'un certain temps, donc on se réunissait tous les jours dans l'appartement qu'avait Boudiaf pour voir, bon on est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? La question se posait. On est allé, parce que Boudiaf, je ne vous donne pas tous les détails, ce serait trop long. Il a été accueilli à l'aéroport, Seyd Raïs, machin, etc., toute la clique, tout le monde est venu. On a rencontré Belkhaïed. Belkhaïed qui venait très souvent nous voir à la présidence de la République, parce que Belkhaïed, c'était un militant du PRS au départ, la création du PRS. Donc il était proche de Boudiaf, et quand il a vu arriver un peu d'un aréopage autour de Boudiaf, il venait assez régulièrement, il participait parfois à nos débats. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut élaborer une vision, il faut élaborer un projet. Personne n'est venu nous dire voilà ce que vous allez faire. Donc on a fait tout un travail avec notre vision, après avoir évidemment rencontré un certain nombre de gens, après s'être intéressé à quelle est la situation de la population, quelles sont ses attentes, etc. Et on a commencé à travailler, je vais quand même vite, sinon je ne vais pas vous ennuyer avec ce genre de choses. On a commencé à travailler sur une idée, c'est le concept de rassemblement patriotique. Rassemblement patriotique, dans notre esprit, c'est considérer que l'Algérie est une patrie, et que ce patrie qui dit un patrimoine qui est pluriel, et ce patrimoine pluriel appartient à tous les Algériens. Donc vous voyez, c'est une grande généralité. Alors sur la base de cela, l'action de cette structure, de cette vision, doit répondre aux besoins et aspirations de tous les Algériens. Donc c'est vraiment un point de départ, la base de la réflexion. Maintenant, à partir du moment où on pose ça comme lemme, comme volonté de faire avancer les choses sur cette base-là, comment on fait? Alors comment on fait? On a élaboré une plateforme qu'on a appelée la plateforme du rassemblement patriotique, et cette plateforme, c'est en gros pour, à partir d'un point de réflexion zéro, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, évidemment, il y avait toujours l'islamisme, il y avait la répression, il y avait etc. Tout ça a continué. Parce que c'est pas parce que Boudiaf est arrivé que tout s'est arrêté. Tout ça a continué. Mais nous, tant qu'on était là-bas, c'est pas ces problèmes-là qu'on se posait, c'est les problèmes de fond. On est là à la présidence de la République, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Comment on peut faire avancer les choses? Et c'est ce travail de réflexion qui nous a emmenés à élaborer une plateforme qu'on a fait assez rapidement pour un programme qu'il faudrait mettre en œuvre pour sauver l'Algérie de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc c'est un truc très large, mais qui dans son contenu était relativement précis, parce qu'il fixait des objectifs, et des objectifs qui répondaient de façon très précise à des objectifs fondamentaux. Et les objectifs fondamentaux, ce sont ceux qui répondent aux aspirations du peuple. Ça, le critère fondamental. C'est-à-dire à qui appartient ce pays, quels sont les gens qui ont des problèmes dans ce pays, qui ont des aspirations, etc. Eh bien, c'est la population, c'est le peuple, etc. Alors, on a fait ce document et on est allé jusqu'à la publication. Parallèlement à cela, sachant que ce travail était en train de se faire, donc les vrais dirigeants, c'est-à-dire ceux dont vous connaissez tous les noms, Belkhaïed, Nzar, machin, toute la clique, qui étaient les vrais pouvoirs. Nous, quand ils venaient de temps en temps à la présidence de la République, ils circulaient comme ça, ils se considéraient quand même comme chez eux.
Et bon, les relations se passaient tout à fait normalement. Et puis, donc, ça leur permettait d'évaluer. Alors, au départ, pour remettre en cause, pour critiquer ou pour remettre en cause ou pour pilonner que le travail qu'on était en train de faire à partir du moment où il a été mis sous forme, sous un énoncé clair et net, il ne restait plus que la publication pour le diffuser. Ils ont commencé à intervenir, mais pas vraiment pour empêcher les choses de se faire, mais en disant, ce qui n'était pas anormal, c'est que ce texte-là, il faut qu'il soit amendé quand même par l'ensemble des représentants. Pas seulement nous, en tant qu'acteurs qui faisions ce travail, mais aussi des gens qui représenteraient, soi-disant, le peuple, machin, etc. Et donc, ce document-là, il fallait qu'il soit revu pour le cautionner, pour qu'il apparaisse comme un document. Donc, il y a toute une équipe qui a été mise en place. Il y a une équipe dont on se doutait bien de ce genre de choses, mais enfin, il y a une équipe qui a été mise en place et qui a travaillé sur le rassemblement patriotique. Alors, j'ai eu l'occasion de connaître quelques généraux dont je ne connaissais pas l'existence, quelques machins, des gens qui ont été mélangés. Je ne me rappelle plus très bien des noms. Il y en a un qui était proche du régime. On avait des gens que nous, parce que nous, on pouvait dire, on va amener toi, tu viens, tu nous représentes, tu viens participer au débat, etc. Donc ce groupe a été mis en place. Et le débat de ce groupe qui avait de la légitimité, donc eu égard à ce qu'il représente un certain nombre, tous les corps qui étaient intéressés, ce groupe a apporté des modifications, des changements au document qui allait être la charte que Boudiaf aurait présentée comme étant le moyen, la voie à suivre pour faire avancer les choses. Il se trouve qu'on était, quand ce document, parce que c'est nous qui en avions la responsabilité, il était la séance de travail, donc il y avait des choses qui nous arrivaient comme modifications, changements, etc. Bon, je m'occupais de ça avec de la re-rédaction avec Benjoudi, un camarade, et puis finalement, bon, on a fini un document. Et on a dit, bon, voilà maintenant le document du Rassemblement patriotique. Donc, il a été cautionné par l'ensemble des gens qui étaient réunis pour la cause. Et puis, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là parce que, je vous raconte une anecdote. Par exemple, il y a l'un des membres du HCE, Ali Kafi, qui fait une déclaration à la presse en disant que, eh bien, nous travaillons actuellement à régler les problèmes du pays, etc. Et notre mot d'ordre maintenant, c'est le Jidal al-Watani, on va faire etc. Le Jidal al-Watani, en fait, c'était le mur nationaliste, ça veut dire. C'est pour remplacer Rassemblement patriotique. Ça n'a l'air de rien, hein, c'est simplement, c'était très important. Alors quand Boudiaf a vu Kafi, je ne sais plus si c'est lui qui en a parlé ou quelqu'un parmi eux, en disant mais c'est quoi le Jidal al-Watani, pourquoi tu parles de ça? On parle de Rassemblement patriotique. Et cette distinction entre cette tentative par l'un de faire avancer, de dénaturer complètement le propos qui était contenu dans le document qu'on avait fait, c'est Boudiaf qui s'est mis lui-même à faire, quand il intervient, soit dans la presse, soit ailleurs, qui explique ce qu'est le Rassemblement patriotique. C'est-à-dire ni un champ national, ni le truc qu'ils avaient sorti eux, rien du tout. Donc les choses progressaient. Il y avait des gens qui demandent, qui s'intéressaient, etc. Bon. Je vous parle des détails de ce qui s'est passé, je rentre vraiment dans les détails.
Et puis voilà comment les choses se sont accumulées. Et ils ont compris que l'équipe qui était là et qui a commencé à travailler, elle avait bien sa vision. Et sa vision, son schéma, elle l'exposait aux Algériens, tout court. Ça a duré un certain temps, jusqu'à l'assassinat en fait. Ça a continué comme ça. Les choses se sont arrêtées là. Alors l'assassinat, c'était l'occasion d'aller faire une visite à Oran. J'avais rencontré quelqu'un beaucoup plus tard qui m'avait expliqué que l'idée de le tuer, enfin, d'une certaine façon, c'était à Oran, mais ça ne s'est pas fait pour telle et telle raison. Et que, en fait, ça s'est fait à Annaba. Puisqu'on avait fait un aller à Annaba, on était parti dans un des petits avions, là on était Boudiaf, les gars de l'avion, et puis on était 5, ouais. Aucun officiel. Aucun officiel. On arrive à Annaba. Donc c'était rempli de monde, il y avait un rassemblement avec des jeunes qui exposaient leurs produits et tout. C'était à la mairie, je crois. Je ne sais plus comment s'appelle l'endroit, mais c'était un endroit public. Et puis voilà, c'est là-bas que pendant que Boudia faisait son discours, vous avez dû voir les images, il y a un gars qui sort derrière et puis qui le tire, quoi. Et puis là, tout s'est arrêté. Moi, je suis parti. Kerim Rachid est parti. Et puis les deux autres, on avait notre copain qui était à la NAT, qui travaillait à l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire, et qui était en Algérie, il travaillait là-bas. Et qui était venu nous rejoindre, puisqu'il était un ancien militant. Et lui, comme il est venu représentant de lui, il a perdu son boulot. Il était directeur de l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire, il a perdu son boulot. Et donc il s'est retrouvé au chômage. Djebbar, dont vous avez entendu parler, lui, ils lui ont proposé d'être prof, c'était son métier, donc il a été prof. Et puis, moi je suis venu ici, je suis revenu tout de suite. Enfin, je ne sais pas si vous vouliez entendre tout ça. Si. Bien sûr, Bien sûr que tout le monde a envie de mais enfin, je vous raconte les choses comme elles ont été vécues. Merci, c'est le but aussi. Merci. Je pense que le document qui a été fait pose les vrais problèmes de la situation du pays à l'époque. Et les vrais problèmes tels que on les a posés, pose le problème entre autres problèmes, il y a des problèmes généraux évidemment, mais il y a les problèmes de la situation du pays. Parce qu'à l'époque, il y avait les camps de prisonniers, il y avait la répression qui continuait à être pour eux faite, et puis il y avait surtout aucune perspective pour le kidam, pour l'Algérien ordinaire, normal, moyen. Et dans ce truc-là, il y a un aspect politique, économique, social, machin, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui ont trouvé une réponse. Mais ce sont des réponses, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais c'est un projet de réponse aux besoins de la société algérienne au moment où on s'y intéresse. Et ça, c'est quelque chose, c'est pourquoi Ali Café a parlé del Jidal al-Watani au lieu de parler de rassemblement patriotique. Parce que le concept de rassemblement patriotique, il fait rassemblement et patrie. Or, les détenteurs de la patrie, c'est les Algériens, c'est le peuple, c'est nous tous ici. Même si on n'est pas en Algérie. C'est pas les gens qui sont... c'est pas les gens qui ont le pouvoir. Uniquement, ils ont aussi leur part. Uniquement. Mais il faut tenir compte de tout le monde. C'est ça l'idée. Le rassemblement patriotique, c'était quelque chose qui avait un sens et dans lequel se reconnaissaient beaucoup de gens. Et on était complètement assurés. Parce que Boudiaf, il était là, mais il n'allait pas continuer à être membre de directeur du HCE.
C'est pas avec ça qu'il va changer la situation. Il fallait arriver sur le plan de l'organisation, sur le plan des pouvoirs et tout, arriver à une transformation sur ce terrain-là aussi, de façon à ce qu'il y ait des dirigeants qui répondent aux aspirations des masses populaires du peuple. Or, les gens qui étaient là-bas, ils répondaient aux aspirations de la couche sociale de ce pays, qui s'enrichit, qui fait des affaires avec l'étranger, etc., etc. Vous connaissez tous la situation. Donc, du point de vue du contenu, c'est clair, parce que ce pas des abrutis, les gens qui sont en face. Ils savent lire. Ils ont compris que la démarche est une démarche de remise en cause de ce qui s'est fait jusqu'à présent pour passer à autre chose qui réponde pas aux intérêts du pays, au général, aux intérêts de la population. Mais on le savait qu'il n'appelait pas Boudiaf pour se saborder. Parce que le changement en Algérie, il faut les virer, il faut que ce soit le peuple qui prenne la place, c'est tout. C'est pas compliqué à dire. Mais Boudiaf en était parfaitement conscient. Pourquoi il y est allé? J'ai peut-être oublié de dire un truc très important tout à l'heure. Parce que quand je vous ai dit que Rachid Krim, lui a rendu visite, c'est notre camarade le plus ancien qui a milité avec Boudiaf depuis le début de l'indépendance. Lorsque le projet indépendantiste a été lancé, il avait un objectif qui n'a pas abouti, qui a été transformé, etc. Quand on arrive en 1992, donc l'époque de laquelle on parle, on avait parfaitement conscience qu'on était exactement dans la même situation. Alors, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Je reviens vraiment au début de mon intervention. La réponse, c'est non. Tu n'y vas pas. Le camarade, il prend l'avion, il revient à Paris. Moi, je l'avais vu le soir, il dit, bon, voilà. En plus, à l'époque, moi, je suivais ça de très près, puisque j'étais dans le 18e, j'avais une maison d'édition où il y avait un truc où on pouvait suivre en détail ce qui se passait. Eh bien, donc non, mais à partir du moment où c'est lui-même, en référence à son passé, il ne se voyait pas ayant la possibilité d'aller en Algérie, faire quelque chose pour que ça change. Il ne s'imaginait pas qu'il tourne le dos à cette hypothèse pour être tranquille et continuer à aller à sa briqueterie tous les matins. C'est tout ce qu'il y a comme réponse à faire, il n'y en a pas d'autre. Il a dit, il ne l'a pas dit, mais je pense que c'est ça dans sa tête, j'y vais, je prends le risque d'y aller et de faire ce qu'on n'a pas pu faire avant. Mais il n'était absolument pas certain. Tu sais, une fois je vous raconte des détails, hein, j'étais allé dans son bureau je me rappelle plus pour quelle raison. Je papote un peu avec lui et tout, puis il me dit, dis donc, Mohamed, tu crois qu'on est en sûreté ici? Je regarde tout ça. La présidente de la République, c'est des Italiens qui les ont fait, ils sont parfaits, ils sont vraiment très bien faits, très bien éclairés. Et puis son bureau, il est 2 fois plus grand que le bistrot ici où nous sommes. Est-ce que tu crois qu'on est en sécurité ici? Je dis, on ne peut pas l'être à 100%, mais en principe, on l'est. Puisque autour de nous, il n'y a que le responsable, le directeur, je ne sais plus comment on l'appelle, celui dont je parlais tout à l'heure, dont le père était un compagnon. Mais je n'ai pas voulu lui répondre de façon alarmiste non plus. Je lui ai dit oui, j'essayais de faire comme ça. Mais il sentait bien qu'on n'était pas. Mais c'est un risque, il sait qu'il a pris un risque. Boudiaf savait parfaitement qu'il prenait un risque. Mais en même temps, ce risque-là, qui peut peut-être aboutir,
Si on arrive à mobiliser la population et tout. Moi, quand j'allais dans mon village, les gens venaient savoir comment on fait, etc., comment on s'organise, comment on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire ici à Benidoualat, à Moutazouz, etc. Enfin, les gens discutaient, ils étaient motivés. C'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel au niveau des populations. Donc, oui, il y avait un risque. Le risque, c'est clair qu'il existait. Boudiaf a pris l'argent de... Qui c'est qu'il avait l'argent? Qui l'a distribué? C'est Reda qui avait l'argent et qui l'a distribué à 4 ou 5 personnes, 300 millions chacun, je crois, je ne le savais pas très longtemps, dans Boudiaf. Est-ce que Boudiaf a utilisé cet argent pour construire sa briqueterie? Je ne répondrai pas à ça, j'en sais rien. Mais non, bien sûr, je ne vais pas inventer une situation à l'égard d'une question que je ne me suis jamais posée, et étant convaincu par ailleurs que Boudiaf n'aura jamais utilisé cet argent pour autre chose que pour lui et pour sa famille. Mais ça, c'est une prise de position. Je n'ai pas d'argument formel pour le dire. Et en tout cas, ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus chez Boudiaf. Juste un chiffre. Les militants du PRS à Paris, 2/3 kabyles. Je vous parle des choses que j'ai vécues, par contre. L'argent, je ne sais pas, mais ça, je sais. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que... Non, je ne crois pas. Non, maintenant, je sors de la rigueur. Est-ce que Boudiaf, c'est quelqu'un qui est... il a peut-être des penchants, des qualités comme ça. Moi, je suis allé à Kenitra une fois, bien avant toutes ces histoires. J'étais avec un de mes camarades, alors que quand il y avait encore le PRS qui existait, il nous a reçus tout à fait humblement. Et il n'a pas voulu qu'on aille au resto, alors que nous, on ne voulait pas aller là-bas pour l'embêter, ni rien du tout. Il a absolument refusé qu'on aille au resto. Il a dit, vous mangerez. C'est pas parce qu'il était riche, il a une briqueterie qui date de Mathusalem. Voilà ce que je peux dire du personnage, en tout cas, sur le plan politique. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je le dis vraiment clairement. Et c'était l'ennemi des Français à une époque, quand même. D'où le fait qu'il n'a jamais vécu en France. Il l'a arrêté plusieurs fois ici en France. Quand il venait alors qu'on militait, il venait dans le 4e arrondissement, rue Sainte-Croix-la-Bretonne, je crois. En fait, il y avait un local là-bas. Moi, j'habitais là-bas, en fait. J'ai jamais remarqué qu'il y avait un local du PRS avant que je ne les connaisse, juste devant, un peu plus loin de chez moi. Et après, donc, une fois que j'ai cherché un peu eux, je les ai trouvés, j'ai trouvé que c'était des gens intéressants, très ouverts, etc. Donc, j'ai milité là-dedans. Et donc, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs venues de Boudiaf, jusqu'à sa mort, en fait. Boudiaf n'est jamais allé en France sans autorisation spécifique particulière pour qu'il aille en France. Les Français lui en ont toujours voulu, jusqu'à sa mort, en fait. Donc, alors, est-ce qu'il a détourné des fonds pour se construire la vieille, on se demande comment elle marche encore, briqueterie de Kenitra? Je ne crois pas qu'on peut caractériser ce personnage par ce genre d'appréciation ou d'interrogation, je ne crois pas. Connaissant le personnage, connaissant sa lecture de sa vie, de son militantisme, etc., connaissant le taux de présence des Kabyles dans son organisation. Mais pour moi, j'ai milité dans le PRS, c'est un milité. Pour moi, c'est un parti kabyle ici. Mais je n'ai pas milité parce qu'il était kabyle. J'ai milité. Moi, je suis un enfant de mai 68. Donc mon raisonnement, il est très carré, quoi. C'est des trucs. Tu es kabyle, quels intérêts tu défends? Si tu défends les intérêts des oppresseurs, des machins et tout, je ne peux pas être copain avec toi. Si tu défends les intérêts du peuple, d'une façon très large et générale,
même si c'est des gens qui viennent de la planète Mars pour vivre avec nous, je suis avec toi. Alors maintenant, la problématique des Arabes, des Kabyles, je la connais aussi. Moi, j'ai plein de copains arabophones. Moi, je ne peux pas être arabophone puisque je ne sais pas parler l'arabe. Mais je n'aurais pas cherché à l'être non plus, puisque je suis kabyle, né kabyle et je ne changerai jamais. Quand bien même je le voudrais, fondamentalement, je ne changerai jamais. Donc c'est des faux problèmes, ça. Bessaoud Mohamed Araf, je l'ai connu dans le 11 dans le... J'ai vécu des années dans cet endroit. J'ai le deuxième pertes de arrondissement. mémoire. Dans le deuxième, oui. C'est Rue là. des Gravilliers, pour ceux qui connaissent. Dans des hôtels de mon père. Moi, j'ai vécu dans les hôtels de mon père qui était hôtelier après avoir vendu des trucs dans machin, etc. Et donc dans plusieurs arrondissements de Paris. Et là-bas, il y avait Mohamed Araf qui était dans le coin avec ce... Je ne me rappelle plus du nom du type charmant qui est boiteux qui l'accompagnait. Comme je savais lire et écrire, il me demandait, il me dit, il faut que tu viennes nous faire des trucs. Écrire du courrier, des choses toutes simples. Je lui dis, oui, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu racontes sur telle ou telle question, je ne me rappelle plus, évidemment. Mais je lui dis, j'écrirai quand même. Donc voilà la relation, si tu veux. Je n'étais pas d'accord avec une vision très limitée dans sa grille de lecture. Alors, on ne peut pas réduire une population simplement à son expression linguistique. Ça dépend de la société, ça dépend. C'est un autre problème, quoi. Je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, c'est compliqué. J'ai une question à Mohamed. Alors, Boudiaf avait limogé, ou en tout cas suspendu le général Mohamed Lamari. Est-ce que tu peux nous dire un mot à ce propos? Et puis, quels étaient les rapports de Boudiaf avec Toufir, donc le chef de la sécurité militaire? Je vais te répondre sur la deuxième question. Le chef de la sécurité militaire, on l'a vu une fois à la présidence de la République. Il était accompagné de je ne sais plus qui, et il est venu pour je ne sais plus quoi. Parce que nous l'avions, en fait, on était en truc clos, on fonctionnait entre nous. Celui qu'on voyait le plus, c'était Nzar. Il venait, et là on allait au resto, là, la présidence, il mangeait avec nous. D'ailleurs, il avait un côté un peu goré, qui n'était pas très agréable. Il papotait et tout, c'était chez lui, quoi. Mais il était membre du HCE, c'est Oui, normal. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà ce que je peux dire. Sinon, en ce qui concerne l'attitude de Boudiaf, franchement, j'en parle avec les copains berbéristes parfois, non, je ne peux pas cautionner cette idée. Je ne peux pas dire que Boudiaf était un raciste ou quelqu'un qui rejette tel ou tel ou tel. Pendant la crise du FLN, la crise de 60 que j'ai évoquée tout à l'heure, la lutte pour le contrôle du pouvoir, Boudiaf n'a jamais fonctionné avec la crise. Il a toujours été avec les autres. Et les autres, il se trouve que c'était très souvent des Kabyles. De ces interventions, très souvent, elles ont été faites à partir de la Kabylie. Il y a plein au moment de l'accès à l'indépendance, plein d'images dans lesquelles on voit avancer Boudiaf. Disons, moi je dis ça parce qu'il y a effectivement des gens qui veulent absolument lui donner cette image de particulariste, etc. Je témoigne que c'est pas vrai, qu'il n'est pas particulariste, qu'il n'est pas discriminatoire, que lui, les Arabes, les Kabyles, les machins, tout ça, c'est la même chose. Enfin, voici le personnage que j'ai connu, moi. J'essaye de ne dire que des choses qui m'apparaissent comme étant des certitudes. Sinon, je préfère rester dans le doute. Mais je peux quand même exprimer ma conviction intime. Je pense qu'il y a eu l'avènement de Khomeini. Ça vous parle, ça? Khomeini qui sort comme ça, comme le sauveur de l'humanité, etc. Et avec la complaisance du gouvernement français qui l'a accueilli, qui en a fait toute une salade. Pourquoi je parle de cette époque-là? Parce que ça correspond à une époque où il y a eu un débat intérieur au sein du parti.
Et ça d'une part, il y a eu Boumedienne. Et à l'époque, c'était un événement important. Je ne me rappelle plus de ce qu'il s'agissait. De la mort de Boumedienne. Il est mort à ce moment-là. Il est mort le 27 décembre 1978. Oui, c'est ça. Officiellement. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Non, mais oui, tout à fait. Je retrouve mes trucs. Il est mort à ce moment-là. Et donc, quand on a vu le déferlement de la population pour aller enterrer Boumedienne, c'était un sacré choc pour nous. On se dit, mince alors, mais finalement, qui c'est qui va faire la révolution s'ils vont tous enterrer Boumedienne, qui est le plus grand, je ne vais pas utiliser une épithète désobligeante pour le caractériser. Bon, je pense que ça, c'est un élément seulement. L'autre élément, c'est que au sein du parti, le PRS c'est un parti de formation politique principalement. Ici en France, on ne pouvait faire que ça. On ne va pas faire la révolution en France, ce n'était pas notre préoccupation. Et puis en Algérie, bon, il y avait des camarades qui y allaient. À l'époque, il ne fallait pas qu'ils chopent là-bas avec des trucs du PRS ou trucs comme ça, le gouvernement. Donc le travail se faisait essentiellement ici. Et à partir de cette époque, 1980, il y a eu toutes ces années-là, c'est des années où le régime était en pleine puissance, le pouvoir établi, les compagnies étrangères y vont, etc. etc. Et la réaction des populations. Bon, c'est ça, c'est Boudiaf qui a pris la décision, en disant, écoutez, ceux qui veulent continuer, continuent, mais moi j'arrête, tant pis, on a tous décidé d'arrêter. Et puis ça s'est effiloché comme ça. C'est parti comme si on se disait, si on ne se voit plus, mesdames et messieurs, on sort, on part chacun dans son coin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Chacun dans son coin. Donc moi, toi, je te revois parce que même en étant militant, on était copains. Moi, j'avais emmené quelques-uns de mes jeunes parents militer, etc. Donc c'est pareil. Donc j'ai évidemment conservé la relation avec eux. Ça s'est effiloché. J'avoue que jusqu'à présent, je me demande en fait finalement comment ça a pu se terminer comme ça. En plus, je me retrouve avec une partie de documents, de choses, etc. que j'ai toujours dans mes caves, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais ça s'est effiloché. Alors, la question c'est, est-ce qu'on avait, c'est peut-être ça la vraie question que vous vouliez poser, est-ce qu'au sein du parti, on avait de la contestation interne? C'est-à-dire des camarades qui ne seraient pas d'accord avec la ligne qui était développée, qui était portée par nos écrits, parce que nous on faisait de la diffusion, c'est maintenant que j'en ai mal à l'épaule, tellement on faisait de diffusion ici à Paris. Si on se projette dans le passé par rapport à cette époque, qu'on est en train de parler ici, il y aurait de 3 ou 4 militants du PRS qui seraient rentrés, qui disent salam alaikum, est-ce que vous pouvez nous donner 2 minutes pour vous parler? On s'arrête, ils nous parlent, ils nous font un speech pendant 2 minutes, après ils s'en vont, ils présentent le Jarida, celui qui l'achète, il l'achète pas, sinon ça dure 10 à 15 minutes, on s'en va. Et ça, tous les bistrots de Paris, intramuros et les régions parisiennes, étaient parcourus comme ça de façon systématique. C'est une organisation qui faisait un travail considérable. Alors, donc vers la fin, à ce moment-là, il y avait des camarades, alors pas des nouveaux, hein, parce que les camarades, on les connaissait tous, quelques camarades qui commençaient à poser les problèmes un peu différemment, avec une vision. Donc il y en a un qui maintenant est en Algérie, qui faisait partie de ces groupes, et qui est docteur de je ne sais pas quoi, et qui intervient. L'autre jour, je l'ai vu faire une déclaration par rapport à ce qui se passe actuellement. Malheureusement, sa déclaration était pro-régime. Maintenant, donc ça n'a pas été une grande perte. Donc ça s'est effiloché. Ça s'est effiloché, il y avait beaucoup de camarades travailleurs à qui ça ne plaisait pas parce qu'ils étaient dans une dynamique de politique, ils avaient
vraiment la presse de vrais camarades. C'est-à-dire, quand on organisait des formations, des choses comme ça, on avait des stages, par exemple, tous les trimestres à peu près. Le stage, c'était chez les curés ou chez partout où on trouvait des salles, et ça durait 3 jours. Pendant lequel on faisait de la formation, beaucoup de formation. Non, c'est pas une instance officielle ici en France, le PRS. C'est une organisation clandestine. Entre guillemets clandestine. Les Français ne nous embêtaient pas, mais c'est une organisation clandestine. Les gens par exemple, moi, mes camarades, je connais aucun de leurs prénoms, enfin, sauf quelques-uns quand même. Je ne sais pas qui ils sont. C'est une organisation clandestine, ici en France, le PRS. Est-ce que les positions de Boudiaf par rapport à la mazérité sont claires ou pas? Voilà. Moi, la réponse, c'est oui. Ma conviction, mon expérience, la reconnaissance que j'ai du personnage, etc., moi, je réponds oui, sans aucune hésitation. Donc, je réfléchis à ce que je pourrais dire. Donc, le camarade là, qui pose la question par rapport à la berbérité, moi, je n'ai pas connu un Boudiaf anti-berbériste, si c'est ça qu'on veut dire. Anti-berbériste au sens positif du terme. Parce que berbériste, maintenant, il y a à boire et à manger dedans. On est d'accord? Berbériste au sens c'est notre pays, mais c'est pas ça peut être aussi le pays moi je suis kabyle, je suis pour la berbérité, voilà, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de preuve à apporter sur cette question et à personne. Maintenant, il y a aussi que le français m'intéresse beaucoup. C'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux. Et je défends le français comme je défendrais le kabyle ou n'importe quelle autre langue. Donc, moi, ça m'a toujours gêné d'apporter une réponse, parce que je ne sais pas laquelle apporter, en restant correct, en essayant de vouloir parler, échanger avec l'interlocuteur. Sur l'image qui est donnée, ou la vision qui est attribuée à Boudiaf en ce qui concerne les Kabyles. Je ne peux pas cautionner cette vision. Donc, qui consistera à dire, donc c'est quelqu'un qui, au fond, n'aime pas les Arabes, parce qu'il ne vous considère pas les autres, pas nous les Kabyles, mais les autres, il ne les considère pas comme des Arabes. Ce n'est pas un arabiste, Boudiaf. Ça, je le dis peut-être avec beaucoup de conviction, parce que je le connais, je le sais, c'est quelqu'un qui est venu chez moi, Boudiaf. Donc c'est pas quelqu'un que je rencontre comme ça. Donc, je connais ses tenants, ses aboutissants. Donc, je dis que c'est une vision de la relation qu'il peut avoir, lui, intimement, avec la culture, la langue berbère. Je ne la cautionne pas. C'est tout ce que je peux dire. Et laissez-moi vous dire que je suis très attaché à notre langue, parce que c'est la seule que je parle en dehors du français, et que si j'ai affaire à quelqu'un qui me tient des propos désobligeants et tout, parce que c'est arrivé quand même, par rapport à la berbérité et tout, j'ai dû répondre sur ces questions-là. Sur les poseurs de bombes, on n'en a jamais parlé. Les gens qui moi, on m'en a parlé, mais c'est des gens que je connais, des copains, etc., qui m'ont parlé a posteriori, évidemment. De bombes qui ont été... Tu parles des bombes qui ont été posées sur le littoral, en Algérie, c'est ça? Non, ça c'est pas le littoral. Ça, c'est une autre affaire qui s'appelle l'affaire de Cap Siblier. C'est le pouvoir lui-même qui envoie des armes en disant que c'est les Marocains qui les envoient. Là, il y a eu des bombes qui n'ont pas réellement explosé, et la principale, c'est au siège du quotidien El Moudjahid. D'accord, ok. Bon, ça, je pense que Boudiaf, je ne sais même pas s'il est au courant de ça. Par rapport au printemps berbère, il n'y a absolument aucun problème par rapport, à ma connaissance. Mais le printemps berbère, pour nous, c'est l'insurrection du peuple contre le régime. C'est comme ça qu'on l'aperçoit. En tout cas, dans le PRS, c'est ça. On a une vision, on a travaillé ces questions. Il n'y avait pas que des Kabyles dans le PRS. Mais ceux qui n'étaient pas Kabyles travaillaient aussi ces questions de la même façon. Quand on faisait des clés
centre local d'études et de formation, je parle d'ici en France, dans le centre local d'études de formation, les formateurs ou les gens qui étaient formés, on ne savait pas qui était kabyle, qui n'était pas kabyle, qui machin, etc. Mais le contenu est toujours le même. Donc toutes ces problématiques, moi je vous le dis très sincèrement, par expérience. Moi je suis rentré assez tard, je suis rentré en 69 je suis rentré au PRS. Donc je découvre, c'est un copain qui m'a apporté un journal, qui s'appelait Djalita, je regarde, je lis, je m'intéresse, c'était en 68, c'était la révolution de 68 ans. Donc je commençais à m'éveiller à la chose politique, etc. À m'éveiller à la chose politique, et donc je regarde, je lis, c'était pas du tout les torchons qu'on trouvait pas à la République, mais là où il y avait j'ai trouvé, j'ai lu tout ce qui avait à dire là-dessus, et j'avais absolument aucun problème de rejet ni de rien du tout. J'ai trouvé que voilà des Algériens qui font un boulot qui va complètement dans la vision, un peu même dans le message qui était porté par les contestataires de mai 68. Un peu ça, tu vois, ça peut être le cheminement par lequel moi je suis arrivé au PRS. Je me suis reconnu dans les arguments qui étaient développés contre le régime français de l'époque, par la contestation de mai 68. Et c'est en rentrant dans cette organisation que j'ai... on avait des cours de politique, des cours sur l'Algérie, des cours, etc. Donc, ça a contribué à ma formation, à la meilleure connaissance de mon pays. Et sur le plan politique, on a étudié Marx, Engels, Leibniz, on a fait tout ça, on faisait des stages. On partait 1 mois et demi en stage. On faisait de la formation politique, de la formation tout simplement à l'écrit, pour que les gens apprennent à écrire. C'était des militants, il fallait qu'ils sachent écrire. Donc il y a un boulot considérable qui a été fait, considérable. Et toute cette problématique thématique qui est évoquée ici, parce qu'elle se pose parfois, jamais franchement on a eu le moindre souci avec les camarades qui étaient là, et dans les camarades qui étaient là, moi je ne savais pas toujours qui était, on se connaissait tous par des surnoms. Moi je connaissais personne si, quelques-uns, au bout d'un certain temps, tu finis par les connaître complètement. Mais sinon, c'était une activité clandestine. Non, Boudiaf a fait des voyages. C'était le 2e voyage qu'il entamait. Il était allé à Oran. Il a fait son truc tout à fait normalement. Il y avait un match de foot. Les jeunes qui l'ont reçu, c'était extraordinaire, c'était formidable. C'était la finale de la Coupe d'Algérie, l'Algérie avait gagné. Absolument. Oui, absolument. C'est ce que souhaitait Boudiaf. Non, là, c'est moi qui le dis. Je pense que c'est on m'a raconté par quelqu'un qui était dans l'armée, etc., qu'il était prévu de l'assassiner à Oran. Et que ce n'est à la dernière minute que celui qui était à Oran et qui était, celui c'est Gaïd Salah, qui gérait Oran, je ne sais plus qui m'a dit ça, à cette époque-là, s'est opposé à ce que ça se passe chez lui. Et donc ils ne l'ont pas tué. Le gars il m'a raconté ça, je l'ai écouté poliment, je lui ai dit qu'il semblait très informé, et que moi à ma connaissance, quand Boudiaf est allé, il a fait il a assisté au match de football, il a vu des gens, etc. Il est reparti, il n'a pas eu le sentiment que quelqu'un voulait le tuer. Donc ça, je ne peux rien dire de plus dessus. Je ne peux pas dire non, il n'y avait personne, il n'y avait pas cette intention, je ne peux pas le vérifier. Mais a priori, on était dans une démarche ordinaire. Ou alors ils n'ont pas osé, ou alors ils ont changé d'avis, j'en sais rien, mais toujours est-il que je te parle très sincèrement en disant la pure vérité. En ce qui concerne l'autre situation, quand on est allé à Annaba, on était effectivement entre nous, plus le personnel qui fait marcher l'avion, évidemment, c'est un petit avion. Les gens qui
qui nous ont accompagnés, enfin qu'on a trouvé à l'aéroport, qui sont venus saluer le président du HCE qui s'en va. Il y avait, tant que je m'en rappelle, il y avait Nzar, il y avait comment il s'appelle, Nzar, il y avait non, pas Ali Kafi, non, celui qui était... Non, pas parmi les vieux, non. Il n'y avait pas Haroun, alors attendez, il y en avait, ils étaient trois. Je ne me rappelle plus leur nom. Oui, ils étaient trois, je l'ai évoqué ça tout à l'heure, et ce sont des trois hauts dirigeants. Bon, Boudiaf, c'est une personnalité, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est quelqu'un qui, etc. Bon, je peux dire des tas d'épithètes pour l'avoir vécu, pour l'avoir rencontré, d'une humilité incroyable, incroyable. Alors, quand on est allé à l'aéroport, on était accompagné, donc il y avait une ZAN, il y avait les trois autres, il y avait... bon, peu importe, c'est des gens très connus, mais mon cerveau ne veut pas s'en rappeler. Donc, ils étaient là. Et après, on prit leur café et tout, on est monté dans l'avion, on est parti dans l'avion, il y avait le personnel de l'avion, on était 4. On était 5 plutôt. 5, il y avait les conseillers, et puis il y avait Boudiaf. Et puis on est arrivé là-bas, on a atterri, Boudiaf il a fait le tour, etc. Et puis jusqu'à ce que on s'est retrouvé dans la salle, moi j'étais là, la table était là, et puis il y a un mec qui sort d'ici, qui commence à tirer, quoi. Et puis ils l'ont tué, et puis voilà comment ça s'est passé. Alors, est-ce que le coup était préparé? Je pense que oui. Ça me paraît complètement évident. Quelqu'un ne peut pas débarquer comme ça dans le truc. Maintenant, que dire de plus? C'est tout ce qu'on peut dire. Et effectivement, il n'y avait pas le ministre de la jeunesse qui était Aslaoui à cette époque. Boudiaf allait à la rencontre de la jeunesse. Il n'y avait pas le ministre de l'Intérieur. Par la voie aérienne, c'est un petit avion qu'on a pris. Il y avait, je crois que c'est une dizaine de places, un peu comme ça, qui nous a emmenés. Mais il y avait évidemment des tas de gens qui sont arrivés par un autre avion là-bas. Oui, il y avait déjà les militaires dans la salle, en tout cas, le ministre de la jeunesse et le ministre de l'Intérieur n'y étaient pas. Non. Voilà. Non. Non. Et bien sûr que non. Non, il n'y était pas, oui. Il n'y était pas. Oui. Bah, si c'est pour dire qu'il y a un calcul, moi, si tu veux, quand j'ai vu il y avait l'assassinat, tout de suite j'ai pensé à comment interpréter ces 5 types, dont je viens d'oublier les noms, qui étaient avec nous, ils ont pris le café et tout, et puis ils sont repartis. Personne n'est monté dans l'avion. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être leur pratique, ou peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'ils viennent dans l'avion, ou ils ne veulent pas faire de formalisme. Enfin, je ne me suis pas posé à ce moment-là la question. Alors, je ne me suis pas dit, on va arriver, on va se faire assassiner. C'est dans la réflexion après, effectivement, s'ils ne sont pas venus, il y a lieu de penser qu'il y a une raison. Et cette raison, ça peut être une forme de complicité avec l'assassinat. Donc on ne peut rien exclure dans ce genre de choses. Ce qu'on constate, c'est qu'il a été tué. Qu'est-ce qu'il a pensé Boudiaf à y aller en fait, à jouer ce jeu, si je puis dire. Je me répète un peu parce que je l'ai dit ça au départ. Quand quelqu'un d'entre nous est allé le voir, parce qu'il m'avait demandé pour parler qu'est-ce qu'on fait, etc. La conclusion, c'est tu n'y vas pas. Ils ont semé le vent et récoltent la tempête. Voilà, je répète un peu la phrase que je dis à cette occasion-là. Et puis, ils ont papoté, ils ont parlé d'autres choses, etc. Mais Boudiaf, il s'est retrouvé seul à réfléchir. Et c'est ce travail de réflexion, c'est ce travail de sa relation avec le pays, etc. C'est une réflexion interne qui l'a amené à décider d'y aller. Personne ne l'a obligé. Entre cet instant-là, il est resté avec sa femme et un de ses enfants, je crois, à la maison, jusqu'à ce qu'il décide finalement, alors qu'il ne répondait pas au téléphone.
Haroun qui était de l'autre côté, il n'arrêtait pas de téléphoner. Ah, Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed. Il ne répondait pas. Parce qu'il ne s'en est pas tenu à la conclusion qu'ils avaient tirée, le camarade qui est allé le voir, et lui, sur le fait qu'ils n'ont qu'à semer, ils ont semé le vent, ils n'ont qu'à récolter la tempête. Le camarade est revenu à Paris, Boudiaf est resté là-bas. Et donc c'est, après réflexion, après travail, après truc psychologique, c'est peut-être le personnage qui habite Boudiaf, qui a pris le je ne sais pas comment le dire, oui, et puis il n'aurait pas raté cette opportunité qu'il avait de jouer un rôle pour redresser la situation ou faire avancer les choses. C'est comme ça qu'il faut lire, sinon toute autre lecture est complètement à côté. Boudiaf, il avait son moyen de vie qui était à Kénétra, sa machine, ce truc. Il avait une usine là-bas, une petite usine. Et pendant donc près d'une vingtaine d'années, il n'a pas touché à la chose politique. Il était dans son truc. D'ailleurs, nous, on n'avait absolument aucune relation avec lui, puisque l'activité du parti s'est arrêtée, donc c'est terminé. Et c'est cette circonstance-là qui l'a fait intervenir, qui l'a amené à vouloir y aller. Il a été consulté avant de donner son accord. Il a passé 2 jours à Alger, où il a rencontré tous les anciens avec lesquels il a milité. Quand ils étaient plus jeunes, quand ils ont lancé la guerre contre les Français, etc. Et ces gens, en disant avec lui, ils n'ont fait que confirmer la demande qui lui a été faite de venir sortir le pays de la mouise dans laquelle il se trouvait autant que possible. Donc ça, je l'ai déjà dit, je le répète, mais il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Moi, je ne vois pas ce que je peux dire sur comment caractériser Boudiaf. Oui, mais on comprend les questions. Hein. On comprend les questions parce que, pour revenir un peu à cette période-là, il y a eu les tragiques événements d'octobre 88. Le système a amorcé une forme d'ouverture. Il y avait des associations à caractère politique qui avaient été autorisées. Donc Hussein Ait Ahmed a repris le FFS et Hussein Ait Ahmed a par exemple invité plusieurs fois Boudiaf à revenir au pays, bien avant cette affaire d'élection. Hein. Bon, n'est-ce pas ? Je ne suis pas au courant de ça. Hussein Ait Ahmed a invité à la télévision nationale algérienne Mohamed Boudiaf à rentrer au pays. Les images existent au niveau de la télévision algérienne. Donc en 90 déjà, 90-91, quand il y a eu la reprise de l'activité politique, après les tragiques événements d'octobre 88. Mais ça c'est un bout de l'histoire. Moi j'ai une petite question. Alors il y a eu aussi donc cette élection qui ne s'est pas terminée le 26 décembre 91. Et donc 4 ou 5 jours après, un confrère journaliste, Mustafa Chelfi, qui est aujourd'hui au Canada, a fait pour le quotidien d'Algérie dans lequel je travaillais à cette époque-là, une longue interview avec Boudiaf. Mustafa Chelfi, sa compagne, vivait au Maroc et donc il a profité de cela pour approcher Hussein Ait Ahmed qui lui a donné une interview. Alors dans cette interview, qu'est-ce que... pardon, excusez-moi, je suis un peu obsédé par Hussein Ait Ahmed, paix à son âme. Donc Mohamed Boudiaf, ils ont un peu le même parcours. Hein. Donc Mohamed Boudiaf lui a donné une interview et Mustafa Chelfi le questionne sur le premier tour des législatives. Qu'est-ce que dit Hussein Boudiaf. Va-t'en, Adel Hussein, je t'aime bien, mais maintenant on parle de Boudiaf. Alors, il lui dit les élections, etc., en Kabylie. Boudiaf a dit cela. Hein, vous pouvez retrouver l'interview, elle n'est pas sur Internet malheureusement, mais dans l'édition papier du quotidien d'Algérie, vous pouvez la retrouver. Il a dit les Kabyles ont voté Kabyle. Ça, c'est une phrase qu'on ne peut pas facilement comprendre. Et la deuxième, il a dit, le fils a gagné, il faut le laisser gouverner. Il a dit, cette armée, quel programme politique elle a? Elle n'a aucun programme. Et donc, une semaine après, Boudiaf change d'avis et vient, et malheureusement pour lui, hein, de manière complètement illégitime, hein, après un premier tour d'élection.
Donc c'est une opération contre la volonté populaire. Quoi qu'on dise des élections qu'il y a eu, quoi qu'on dise du fait d'avoir donné un agrément à un parti politique qui a déjà annoncé la couleur, une couleur pas très loin du fascisme politique, qu'on le veuille ou non. Voilà. Oui, enfin, je ne sais pas quoi dire des propos qu'a tenu le gars que tu as vu. Non, c'est pas moi qui l'ai vu, hein. C'est Mustafa Chelfi qui a publié l'interview dans le quotidien d'Algérie. Moi, j'étais journaliste au quotidien d'Algérie à cette époque. Voilà. Et je confirme. Ben, je ne comprends pas le sens de ce propos. Il n'y a pas de souci. Non, mais je vois. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je voudrais poser une autre question. Non, parce que le seul qui pourrait nous donner la réponse, c'est Mohamed Boudiaf. Il n'est pas là, paix à son âme. Alors, on avait dit que Mohamed Boudiaf voulait placer Saïd Saadi chef du gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Alors là, je vais témoigner direct parce que je suis très au courant de cette affaire. C'était le plus valable. Jamais il n'a été question de cela. Pas plus de Saadi que de X, Y ou du pape. Nous n'étions pas, à ce moment-là, dans une démarche qui consistait à identifier un remplaçant de, je ne sais plus qui était à ce moment-là. Donc ça, je vous dis là une vérité. Quand je dis ça, je ne dis pas que Saïd Saadi ne peut pas présider ou jouer un rôle, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça n'était pas à l'ordre du jour, tout simplement. La question n'était pas posée. J'ai rencontré Saïd Saadi à son bureau combien de fois? Il y avait le gars qui lui servait de truc là, qui est devenu ministre, comment il s'appelle? Ben Younes? Ben Younes, oui. Il me téléphonait tous les 3 jours. Il me téléphonait tous les 3 jours. Ah, c'est Mahmous, machin, etc. Tu viens, c'est avec des etc. J'y allais. J'y allais, et puis je discutais, je papotais, etc. Et puis, j'ai même jusqu'à lui dire, par rapport à cette histoire d'élection, je dis, la presse met en avant le fait que tu aurais dit que tu étais candidat pour l'élection présidentielle, etc. Je lui dis, mais tu sais que c'est pas à l'ordre du jour. Et que pour l'instant, il n'est pas question de cela. C'est pas ça qui est prioritaire. Et je ne sais pas trop qui t'a dit ça, mais je n'exclus pas. Je n'ai pas d'avis sur la question pour l'instant. Mais il n'a jamais été dit ou envisagé de mettre X ou Y à une élection qui n'existe pas. Je l'ai vu et il lui ai dit ça. Alors, juste une précision, quand je dis ça, ça n'est pas pour... c'est pas quelque chose de dirigé contre Saïd Saadi, simplement une information qui a été pilotée, dont on a assisté à la mise en place, et qui ne nous concernait pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne préjuge rien en ce qui concerne la personnalité que Saïd Saadi, que je voyais, avec lequel on a discuté, etc. Je disais qu'on a été relativement autonome au sein de la présidence de la République. Pour le travail qu'on faisait, on faisait un travail de gestion de local et puis de prévision. Qu'est-ce qu'on fait? On est là pour quoi faire? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose, etc. Est-ce que ça va plaire? Ça va pas plaire? J'ai expliqué tout à l'heure que lorsque c'est devenu une réalité, c'est-à-dire qu'une publication était prête, finie, quasi fini, dirais-je, rédigé comme projet de changement de la situation pour l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a eu une mobilisation au niveau du régime. Il a été mis en place, je suis en train de me répéter, un ensemble, un aréopage de
de gens que je ne connaissais pas tous. Il y avait des gens de l'armée, des gens de machin. Il y avait un certain nombre, avec Léla Aslamou par exemple, qui était très souvent à la présidence de la République. Je ne me rappelle pas des noms, c'est pour ça que je ne peux pas vous les citer. Mais il y avait un aréopage de gens qui ont composé, qui ont constitué un groupe de travail au sein de la présidence de la République pour la mise en place d'un projet d'un projet Politique. Voilà. Ce groupe a travaillé. Comme base de travail, comme on avait un document fini, parce qu'il y avait des camarades, il y avait Crime, il y avait je sais plus d'autres, qui étaient en permanence dans le groupe. On leur a dit, bon voilà, nous avons fait ce boulot, voici la référence. Si vous voulez, si vous voulez travailler avec. Mais ça se faisait dans la grande courtoisie, etc. Avec les machins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur le truc et puis ils venaient avec des modifications à faire. Ces modifications, je les faisais moi avec Benjoudi. On regardait, qu'est-ce que c'est des modifications? C'est vraiment des trucs de second ordre qui n'ont aucune importance et qu'on faisait, enfin je veux dire, il n'y avait pas de remise en cause fondamentale du projet qui consistait à mettre en place une structure qui permet d'accéder aux masses populaires, d'accéder aux citoyens, d'accéder aux militants, pour pouvoir décoller la sueur. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre, il y avait les islamistes, il y avait les arrestations, le travail politique en lui-même, il était vraiment mis de côté. Alors, ce travail, il a été poursuivi, donc avec les correctifs qui étaient faits, mais c'était très bien ce qu'ils avaient fait. Aucune remise en cause fondamentale de ce que nous, on a bien mis. Et qui correspondait à ce qu'on aurait fait vraisemblablement si on avait eu à faire la même chose ici pour une situation de la même façon. On aurait discuté, on aurait échangé, on aurait mis en accord, trouvé des compromis, etc. pour faire une espèce de document qui puisse être un document de travail pour la mise en place pour l'organisation politique de la structure qui était en place à ce moment-là. À la place, la structure, c'était le HCE, avec Boudiaf, et puis 5 autres personnes avec lui. Et puis, à partir du moment où ce document a été fait, les choses se sont plus précipitées d'une certaine façon. Les choses se sont précipitées. Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Le travail qui a été commencé n'a pas été poursuivi. Il n'y a pas eu de caution d'un truc. Et le bouquin, il a été tiré. Il a été tiré un certain nombre d'exemplaires. Et quand, je ne sais pas qui c'est qui voulait le récupérer un certain nombre de trucs. Moi non plus, moi-même je ne l'ai pas. J'ai un camarade qui en a un, mais le bouquin lui-même, je ne l'avais pas. Je l'ai pas. Est-ce que parce que trop choqué et tout, j'ai oublié, je ne suis pas allé le chercher, ou parce que je ne le trouvais plus, je ne me rappelle pas, mais je te jure que je ne l'ai pas. Il y a un travail qui avait été fait d'enquête, ici en France, sur les revenus, enfin sur l'argent, quoi, il y a trois personnes qui ont été envoyées pour faire le point sur cette question-là, ici avec les autorités françaises. Alors, ces gens ont été tués lors d'une confrontation entre des islamistes et puis, semble-t-il, des islamistes qui étaient enfermés dans une maison, c'est à Alger, je ne sais plus comment s'appelle l'endroit, et l'armée est intervenue et ils les ont liquidés. Et les 2 officiers ont été aussi assassinés. Ça veut dire que le système est capable de faire obstruction, d'assassiner, etc., comme il a toujours fait. Ça veut dire que le fait que Boudiaf ait accepté d'y aller, c'était peut-être pas le choix qu'il fallait faire,
conformément à l'avis des camarades qu'il avait vus à l'époque. Et deuxièmement, on a affaire à des gens extrêmement déterminés, qui sont prêts à flinguer, à tuer. La vie d'un individu ne compte pas pour eux. À partir du moment où leurs intérêts sont en jeu. Il n'y a pas d'autre interprétation, comment on peut dire. Je réponds à la question sur le PRS. Le PRS a été créé en 1962, pas Boudiaf. Quand il est en Algérie, je ne sais pas comment il était structuré, à vrai dire. Mais en Algérie, il avait une grande implantation, beaucoup plus qu'en France, évidemment, de la révolution socialiste. C'est comme ça, le PRS, c'est ce que ça veut dire. Ici, en France, il n'était pas légal. Il n'était pas déclaré. C'est un parti politique qui a des actions, qui met des trucs, mais c'est comme s'il n'était pas en France. C'est pas un parti qui a été interdit. Et tu comprends bien que les autorités françaises, ils savaient très bien quel type d'organisation qu'il y avait, etc. On ne va pas leur apprendre ça. Mais ils n'ont jamais cherché des poux, ni cherché un truc comme ça, à partir du moment où, et ça c'était la règle qu'on avait dans l'organisation, on ne touchait absolument pas à la politique française et à la société et aux gens dans la société française. Et ceci dit, il a été publié dans la presse algérienne. Certainement, oui. Il a été publié dans la presse algérienne largement et il y avait un grand mouvement pour la création de ce rassemblement et déjà une partie de l'opposition se demandait si ce RPN n'allait pas être un nouveau parti unique. Ça c'est pour la réalité politique de ce moment-là. Il était au Maroc, il est resté au Maroc, mais l'activité politique du PRS s'est continuée. On avait une implantation dans le nord, Lyon, Paris, et puis le nord, Lyon et Paris, voilà, c'était des seuls points d'ancrage réel de la structure. Le nord et Paris, c'était symbolique. Il y avait Lyon, Paris, Lyon, oui. Lyon et Paris, c'était important, mais le reste, c'était des petites structures. Et puis il a fait tout un travail, mais c'était essentiellement un travail sur le plan idéologique, c'était un travail de formation de militants, c'était un travail de cette nature, parce que ce n'était pas ici que les choses allaient faire la révolution, c'était en Algérie. J'ai une petite question aussi. Alors, quand Boudiaf est arrivé, il y a eu un journal qui s'était créé, qui s'appelait Le Journal, donc en référence à El Jarida. Est-ce que ce journal avait l'aval de Boudiaf et de ton équipe? Ou bien est-ce que seulement c'est des gens qui ont saisi l'opportunité de faire un tel quotidien? Je pense que c'est une opportunité, c'est quelque chose de tout à fait individuel. Ouais. Apparemment, peut-être qu'on a oublié quelque chose, donc avant de libérer toute l'assistance et de continuer la discussion, peut-être autour d'un verre, peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien, comme on dit de manière classique, le dernier mot alors. Alors Amirat, je garde un souvenir qui m'a complètement bouleversé de lui. Parce que il y avait le cercueil de Boudiaf qui était là, avec une foule qui a investi la présidence de la République de façon extraordinaire. Rien n'a pu empêcher les Algériens de rentrer. Et finalement, ils ont été obligés de lâcher le truc. Et ce sont la police interne à la présidence de la République qui a organisé le passage. Donc ils montaient dans les escaliers. Puis, les officiers étaient allés se planquer. Ils montaient dans les escaliers. Donc un parcours qui a été fait pour traverser et voir le camp et puis continuer. Il y a eu un raz-de-marée que je n'ai jamais vu, moi. Vraiment exceptionnel. Il y a énormément d'officiers qui étaient là, mais ça je parle des choses que j'ai vues, puisque j'avais mon bureau qui donnait sur cet endroit-là. Dès qu'il a été question de laisser passer ce raz-de-marée, mais qui aurait pu durer toute la journée, tellement il y avait de monde, pour aller dans les locaux de la présidence, faire le tour, passer devant le corps, le saluer, et puis ressortir de l'autre côté. Tous les officiers qui étaient en bas, rassemblés dans un truc énorme, ils sont tous montés au dernier étage. Pour qu'ils ne soient pas perçus par la foule qui est en train d'investir la présidence de la République.
Voilà ça pour les faits, pour la façon dont c'était organisé. Et à partir de ce moment-là, les gens donc passaient, saluaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient bouleversés, des femmes qui pleuraient, qui tombaient et tout, et des hommes qui étaient complètement perturbés par ce qui s'est passé. Et puis après, il y avait un service qui prenait, qui les aidait, etc. Et puis ils quittaient la salle, et c'est comme ça qu'il y a eu tout un truc comme ça. Donc c'est à ce moment-là, au moment où ce que je viens d'expliquer se déroule, qu'est décédé, crise cardiaque, le personnage dont tu parles, qui était un type tout à fait remarquable. Et donc on s'est retrouvé avec un cadavre, un mort, et puis un autre qui sort du car où il est venu rendre hommage parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, de bien ce chien. Moi je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas bien connu, mais je sais que c'est quelqu'un de très bien d'après tout ce qu'on dit de lui. Et donc il fallait gérer les deux en fait. Donc il y a une ambulance et tout, le corps a été emmené, a été transporté, où il a été chez un médecin déjà pour moi, pour la médecine. Il a été emmené à l'hôpital, mais en fait il était déjà mort. Un logement, enfin une espèce de villa là, en Club des Pins. Au départ, on habitait tous à la présidence de la République. Quand on est arrivé comme ça, après, on nous a mis dans des trucs. Donc j'allais au Club des Pins le soir, je repartais le matin. Donc on était pris en charge évidemment par l'infrastructure des boîtes qui étaient au Club des Pins. Et puis à partir du moment où il y a eu l'assassinat, donc ça a été donc un chamboulement, on a continué d'aller à la présidence de la République, mais on n'y faisait rien. Et on a attendu donc l'enterrement. Et après l'enterrement, on a attendu un certain nombre de jours, je crois, c'est lié à la culture, ça. Et après, on a pris nos affaires, on est parti. Moi, je suis parti, je suis revenu ici. Le chef d'État a été remplacé par les CAFI. L'idéal, c'est qu'à les CAFI leur disent de rester, de continuer le travail. À partir du moment où il a été assassiné, nous évidemment été complètement bouleversés, on arrive à la présidence de la République, on n'est pas resté. On est resté quelques temps encore, mais on n'a rien, c'était fini quoi, il y avait un trait qui a été fait. Enfin en ce qui me concerne, pour moi c'était fini, c'était terminé. Boudiaf plus là, il n'y a plus aucune raison pour que je sois là. Avec qui j'ai travaillé si je suis là? Je n'ai jamais eu affaire sur le plan du boulot avec quelqu'un là-bas à la présidence de la République. Il y avait du personnel, il y avait des gens qui faisaient des tâches. Ces tâches-là, ils les faisaient. Mais sur le plan de la relation politique, si, je rectifie quand même, parce que le gars qui s'occupait qui gérait, c'était un géré qui gérait les locaux de la présidente de la République, la bibliothèque, enfin un certain nombre de choses qui sont utiles au fonctionnement. Lui, il venait régulièrement saluer, dire bonjour, prendre contact et tout. Il était vraiment adorable. Mais c'était quelqu'un qui travaillait, c'était pas un politique, c'était quelqu'un qui avait une tâche. Donc ça arrivait avec un certain nombre de personnes qui venaient saluer, bonjour, est-ce que ça va, machin, etc. Tout cela, mais ça c'était pas dans l'objet politique, l'action politique proprement dite, c'était le mode de fonctionnement de la présidence de la République. Et à partir du moment où il y a eu l'assassinat, j'ai continué d'aller à la présidence de la République avec les camarades en question, mais on était tellement KO, bouleversés, machin et tout, on n'a continué absolument aucune activité, c'était terminé quoi. On n'est pas là dans une logique de continuité, etc. De toute façon, ils ne nous auraient pas gardés. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec nous? Donc on est parti. Alors ils ont proposé à Djabar un poste de ministre de l'Éducation nationale, je crois. Donc bon, il a pris le poste, il l'a fait. Benjoudi qui travaillait, donc je me répète un peu, je l'ai déjà dit, il a perdu sa place à son travail. C'est un de ses collègues en plus qui l'a remplacé. Il était à l'ANAT, l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire. Et quand il l'a quitté, il n'a pas y retourné. Donc il s'est retrouvé sans boulot. C'est un centralien de France, c'était quelqu'un qui a fait des études, etc. Il s'est retrouvé sans boulot, il est venu. Ah si, ils lui ont proposé un poste de truc au
dans le nord de la France, au consulat de France, voilà. Et puis il est pas allé. Ou alors, non, je crois qu'il est allé pour voir, et puis il a considéré que. Puis il était tellement bouleversé que ça convenait plus. Donc, puis il est venu ici, et puis il est resté ici, il a travaillé ici, et puis il est toujours là. Voilà. Sinon, quel crime, alors lui, il est parti tout de suite. Il n'est absolument pas resté. Ça a été un traumatisme complètement démentiel pour lui. Karim Rachid, c'est le collaborateur de Boudiaf depuis 62, en fait. C'est un type très brillant, qui était prof à l'université ici, à l'université de... C'est qui a changé d'endroit, là, qui était à Vincennes et qui a changé de lieu. Et puis donc, pour nous, enfin, pour moi et au moins pour Karim Rachid, et puis pour Hussein, on n'a plus rien à faire, quoi. On n'a plus rien à faire là-bas. Notre présence là-bas, c'est d'être des gens qui agissent avec Boudiaf sur la ligne politique qu'on a développée avec lui, etc. Donc continuer à être là-bas auprès des gens qui l'ont tué, mais enfin ça n'avait aucun sens. Eh bien, merci beaucoup pour ce café littéraire. Merci. Merci, Telmer. Monsieur Brahim. Alors, ça va quoi? Bien le coup, tranquille. Bravo, bravo, bravo.